Le château du Haut-Königsbourg, isolé au sommet d'une haute colline vosgienne, est situé sur la commune de Horschwiller dans le département du Bas-Rhin, en Alsace. L'Alsace est riche en châteaux forts souvent très pittoresques. Mais le Haut-Königsbourg s'en distingue largement en raison de son histoire singulière et mouvementée. Cette histoire est plus allemande que française, mais elle commence et s'achève en France. Le site est déjà particulier. C'est un Staufen, c'est-à-dire une grosse colline longue et étroite, couverte d'une crête de grès rouge culminant à 720 mètres d'altitude. Cette altitude est inhabituelle pour un château alsacien, mais ce choix est justifié par l'exceptionnel panorama offert sur une bonne partie de l'Alsace. À la première mention du site en 774, on apprend qu'il appartient à l'abbaye de Saint-Denis près de Paris. Au gré de l'histoire agitée de l'Empire germanique, le site passe de main en main, dont celle des Hohenstaufen. Nous leur devons sans doute la première véritable fortification du site au XIe-XIIe siècle. Vers 1300, le site abrite au moins 3 petits châteaux distincts. À la fin du Moyen Âge, l'Alsace est infestée de brigands d'ascendance parfois noble, dont les châteaux de montagne plus ou moins délaissés constituent le repère. Le Haut-Königsbourg en fait partie. Ceci entraîna sa destruction en 1462 à l'aide de canons sous la direction des bourgeois de Bâle, excédés par l'insécurité ambiante. Mais en 1479, les Habsbourg, qui règnent alors sur cette région d'Alsace, donnent les ruines du château à la famille des Tierstein, avec pour mission de construire une grande forteresse moderne à la place des vieilles ruines. C'est un fait plutôt rare, car à cette époque, les châteaux de montagne sont considérés comme obsolètes. Isolé sur sa montagne, le château ne contrôle aucun point de passage particulier. Toutefois, le Haut-Königsbourg reste un belvédère exceptionnel et rassure la population alsacienne traumatisée par un XVe siècle très violent. Le château, tel qu'il est représenté ici, résulte de différentes campagnes qui s'étendent de 1479 à 1578. Le Haut-Königsbourg est donc une parfaite illustration des tentatives d'adaptation des fortifications à l'arme nouvelle et redoutable que constitue le canon. Le château s'inscrit dans un rectangle de 250 mètres de long sur 60 mètres de large. Cette forme allongée s'explique par la crête formée par la montagne. Le château n'occupe pas toute la crête, mais seulement la moitié orientale. Ce défaut s'est avéré fatal lors du siège de la place. En effet, l'assaillant put exploiter la partie non construite de la crête pour mettre ses canons en position. Partout ailleurs, la pente de la montagne est trop forte. Les concepteurs du château en étaient conscients. C'est pour cela qu'ils firent creuser un fossé large de 20 mètres et profond de 8 mètres dans les rochers qui couronnent la montagne. Derrière, ils ont construit le grand bastion. Ce bastion est composé d'une courte muraille flanquée de 2 tours rondes. La tour sud est particulièrement imposante avec ses 20 mètres de diamètre et ses 30 mètres de hauteur. Ce bastion est caractéristique des modes de construction du XVe siècle. Les tours sont au même niveau que la courtine. La plateforme est couronnée d'un parapet crénelé sur mâchicoulis. Les murs sont très épais et dépassent parfois les 9 mètres. Une innovation notable y est utilisée. Ce sont les canonnières à embrasure. Elles sont conçues comme des archères inversées, la plus grande ouverture étant située à l'extérieur. On a ainsi un angle de tir bien meilleur. En revanche, les projectiles ennemis entrent dedans plus facilement, comme dans un entonnoir. C'est pour cette raison que presque aucune canonnière,
n'est percé dans l'axe de l'attaque, mais de biais. Le grand bastion défend aussi les courtines nord-ouest et sud-ouest et surveille à revers l'entrée du château. Il constitue également une sorte de bouclier qui cache le reste de l'édifice et le met à l'abri des tirs ennemis. On note la présence d'un monte-charge qui conduit à une porte percée en plein dans la muraille. Il permet de ravitailler le grand bastion, car l'accès depuis l'intérieur du château est malaisé, notamment pour les objets les plus lourds. Toutefois, les canons du château, surtout destinés à repousser des soldats, n'étaient pas de gros calibre. Les assaillants devaient, quant à eux, disposer de gros calibres pour abattre les murailles. Mais le grand bastion présente un défaut. Son parapet est trop faible pour résister aux canons du XVIe siècle. Le parapet détruit, le chemin de ronde devient inutilisable. Le château de Sals, en Roussillon, à peu près contemporain du Haut-Königsbourg, possédait lui des parapets très épais percés de créneaux étroits. Ceci eut pour conséquence d'entraîner la disparition des mâchicoulis. Derrière le grand bastion se trouve une cour nommée jardin intérieur. Elle est bordée par 2 murailles percées par endroits de fenêtres qui éclairaient des bâtiments antérieurs au siège de 1462. Le jardin intérieur s'achève à l'est par le fossé aux ours. Il constitue un obstacle défensif pour arrêter un ennemi qui se serait emparé du grand bastion. Toutefois, il faut reconnaître que la perte de cet élément ne pouvait qu'entraîner, à courte échéance, celle du château tout entier. Les logis n'auraient pas pu tenir longtemps face à des canons mis en batterie dans le jardin intérieur. Les logis sont placés au centre du château. Ils sont composés de 4 parties distinctes qui entourent une cour étroite et sombre où sont réunis les escaliers à vis. L'aile nord regroupe les cuisines et autres dépendances. L'aile est est constituée par la base d'un donjon roman arasé en 1557 pour ne pas servir de cible aux tirs ennemis. L'aile sud regroupe la chapelle et les chambres. Elle est desservie côté cour par des passerelles en encorbellement. Sur le mur sud, on voit des arcades romanes qui témoignent du remploi de murs plus anciens. L'aile ouest du logis regroupe le cellier et les salles d'apparat. Les logis sont couverts de terrasses en plomb. Cette solution était préférable à celle des hautes toitures de tuiles, particulièrement exposées aux tirs. Ces bâtiments sont d'une conception originale qui n'est perceptible uniquement que depuis l'intérieur. Le maître d'œuvre y a en effet établi des sortes de contreforts. Ceux-ci portent une première voûte en berceau surbaissé qui repose elle-même sur des voûtins bandés entre les contreforts. L'étage supérieur est couvert par des linteaux et des plates-bandes très massifs qui sont reliés aux contreforts par de gros corbeaux. L'espace entre ces véritables poutres de pierre est comblé par des voûtins en moellon surbaissés à l'extrême. Le deuxième étage est couvert d'un plancher en bois. Le troisième étage possède au contraire une voûte en plein cintre qui constitue le toit. Cette voûte repose sur un système de linteaux et de corbeaux similaire au plafond du premier étage. Ce mode de couvrement tout à fait particulier ne fut réalisable que grâce aux qualités du grès des Vosges. Il suffit de voir la cathédrale de Strasbourg pour s'en rendre compte. Mais l'architecte du Haut-Königsbourg fit preuve de trop d'audace. Son plafond le plus ambitieux, celui du premier étage, dut être renforcé plus tard par des arcs.
Depuis le préau établi sous les logis sud, une porte donne accès à la rampe qui conduit à la basse-cour. Cette rampe assez raide est barrée par une impressionnante série de 5 portes. Ces dernières ont la particularité de s'ouvrir vers l'extérieur, alors que dans les époques précédentes, les portes défensives s'ouvrent toujours vers l'intérieur. Cette innovation permet à la porte de mieux résister à l'enfoncement. La rampe est entourée d'enceintes légères munies de meurtrières adaptées aux armes à feu. Au sommet de la rampe se trouve une tourelle qui protège l'unique puits du château. Comme il est difficile de trouver des sources au sommet d'une montagne, ce puits atteint une profondeur de 65 mètres. Toutefois, le Haut-Königsbourg dispose aussi de citernes alimentées par l'eau de pluie recueillie sur les toits. Au pied de la rampe se trouve la basse-cour. On y trouve les écuries et les autres communs du château. L'enceinte constitue le petit bastion. Ce dernier possède 2 tours munies de 2 niveaux de canonnières. Elles devaient être toutes 2 couvertes comme la tour sud. La tour nord est présentée ici découverte pour montrer sa structure interne. Elle n'est finalement qu'une excroissance de l'enceinte. La basse-cour dispose de 2 entrées. L'une au sud est l'entrée principale. Elle est gardée par une tour sas à 2 portes, en arrière desquelles se trouve le corps de garde. La seconde entrée donne au nord et dessert les lys. L'extérieur du château est défendu par une fausse braie. Cette enceinte légère entoure l'enceinte principale. Les lys qu'elle abrite sont cloisonnés par plusieurs portes pour limiter la progression de l'ennemi. Sa défense est assurée par des tourelles régulièrement réparties et pourvues de canonnières destinées à des armes légères. La fausse braie défend les abords du château qui, perché sur son rocher, était de toute manière à l'abri de la mine ou de l'escalade. À l'extrémité orientale est établi le plus récent des ouvrages du château. Il s'agit du bastion de l'Étoile, qui inaugure les bastions de forme polygonale en abandonnant les formes circulaires. Ce type de bastion apparaît dès la fin du XVe siècle au Mont-Saint-Michel et permet d'éliminer les angles morts. Le bastion de l'Étoile avait pour but principal d'occuper une esplanade où l'ennemi aurait pu disposer ses canons. À l'autre extrémité du château, en avant du grand bastion, un autre bastion léger de bois et de terre, non représenté ici, avait été établi. Sa prise entraînera la perte du château. C'est en effet en 1633 que le Haut-Königsbourg est assiégé par un détachement de l'armée suédoise. Les Suédois établissent le blocus du château à l'aide de tranchées. Puis ils s'emparent de l'ouvrage léger face au grand bastion et y installent une arme nouvelle au fond d'une tranchée, un mortier. Le mortier est un canon tirant presque à la verticale. Ces lourds boulets sautent ainsi par-dessus les épaisses murailles du grand bastion et viennent s'abattre sur les différents logis dont les voûtes, même les plus solides, ne peuvent résister. Le capitaine du château, avec sa petite garnison de 39 hommes et 100 mortiers, ne peut rien contre ces attaques. Il se rend après 50 jours de siège. Le château ruiné et abandonné est alors livré à la forêt. Au XIXe siècle, ces ruines, considérées comme les plus belles d'Alsace, attirent les auteurs romantiques. Mais au début du XXe siècle, le château entre de nouveau dans l'histoire. L'Alsace, en signe d'allégeance au Reich, offre le château à l'empereur Guillaume II d'Allemagne.
Ce dernier, qui apprécie particulièrement le site, décide de le reconstruire pour en faire un musée-monument consacré au Moyen Âge. Ironie de l'histoire, les travaux à peine achevés, l'Alsace et le Haut-Königsbourg retournent à la France en 1918, tandis que Guillaume II perd sa couronne. La reconstruction du XXe siècle est très discutée. Elle semble en effet assez fantaisiste. Pourtant, son architecte connaissait bien le Moyen Âge et était très sûr de ses choix. On lui a demandé un château capable de rivaliser avec ceux de Louis II de Bavière pour attirer des visiteurs. Avec actuellement près de 600 000 visiteurs par an, le Haut-Königsbourg est l'un des châteaux forts les plus visités de France. L'architecte a donc parfaitement rempli son cahier des charges.